Au niveau de ce qu'on va aborder ensemble donc, lors de cette matinée, on va déjà voir, comme l'a dit Lauriane, le cadre légal, tout ce qui a évolué depuis 2018. Donc on va partir plutôt d'une rétrospective, on va partir de 2018 et on va aller vers 2023. Donc je vais amener certains éléments et puis régulièrement je vous proposerai également de pouvoir me partager ou nous partager votre vision des choses sur les différents points qui sont abordés. Donc au niveau du cadre légal qui a évolué avec le Big Bang de la formation qui était attendu depuis 2018 et également donc la crise sanitaire qu'on a bien sûr tous et toutes vécu, mais pas que, et qui a également modifié certains enjeux et certaines pratiques pédagogiques. Et ensuite, on étudiera ensemble les principales prospectives, qu'elles soient légales, vu qu'il y a encore des évolutions qui sont apportées, notamment en 2023, ou pédagogiques. Et là, je vous demanderai de me faire aussi des retours d'expérience sur ce que vous avez déjà pu mettre en place et qu'est-ce que vous pensez par la suite mettre en place en termes de nouvelles pratiques et de nouveaux besoins que vous identifiez au sein de vos publics pour enrichir la réflexion, enrichir le diaporama qui vous sera remis ensuite par le Cariforef. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse peut-être avancer donc, sur la partie du cadre légal. Donc, au niveau du cadre légal qui a favorisé l'évolution des pratiques pédagogiques, on a vécu beaucoup de chamboulements ces dernières années. Effectivement, comme vous l'avez bien identifié, on va avoir donc notamment la loi Avenir professionnel de 2018 qui va amener beaucoup de modifications au niveau de différents points, et, autant au niveau donc général sur l'organisation de la formation avec la création de nouveaux acteurs ou de nouvelles institutions, et également la déclinaison ensuite ou de la modification, voire la suppression de certains dispositifs ou mesures de formation. Donc c'est ce qu'on va repasser en revue pour pouvoir ensemble refaire le point sur tout ce qui a impacté notre activité donc, depuis ces quelques dernières années. Donc en septembre 2018, on a donc la suppression de le vote de la loi et donc des applications immédiates, notamment au niveau de la suppression de la période de professionnalisation. On a également, comme vous l'avez très bien souligné, la nouvelle définition d'une action de formation, donc à la fois une nouvelle définition dans ce que veut dire une action de formation, mais également, comme vous l'avez indiqué, le fait de passer l'apprentissage, qui était initialement donc de la formation initiale, de le passer maintenant dans le champ de la formation professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement a permis des développements et a permis aussi une réorganisation du marché autour de ça. En termes d'application immédiate, en 2018, on a eu également la création de France Compétences et des premières réorganisations des OPCA. Il y a déjà en fin 2018 des évolutions qui ont été faites autour des acteurs, autour du financement. En 2019, on a eu des éléments fondateurs aussi, donc France Compétences qui a été officiellement créé. Également, comme vous l'avez souligné, le passage du CPF en euros, la création de l'application CPF, que ça soit sur le smartphone ou que ça soit avec un espace et un portail dédié côté organisme de formation comme côté citoyen. Et également donc la création des OPCO, cette fois donc avec les 11 OPCO, et le renforcement donc, du rôle de France Compétences, à la fois dans la collecte et dans la redistribution des financements de la formation. Au niveau de la collecte, effectivement, il y a eu en 2021 des modifications, vu que la collecte est passée anciennement donc, des OPCA auprès de l'URSSAF et de la MSA. Donc ça a aussi impacté au niveau des entreprises certaines notions de trésorerie autour de la formation professionnelle. Et comme vous l'avez également souligné, au niveau de la démarche qualité en 2022, suite à la crise sanitaire, ça a été décalé d'une année, mais en 2022, la certification donc Calliope ou RNQ, référentiel national qualité, a été obligatoire pour pouvoir bénéficier de financement de certains organismes financeurs, notamment Pôle emploi, le CPF, donc la Caisse des dépôts et consignations et les OPCO. Donc on a cette rétrospective sur de la loi Avenir professionnel qui à la fois prend en compte l'actualisation des nouvelles pratiques et aussi oriente le marché, donc oriente le marché vers plus d'individualisation et plus de centralisation, notamment au niveau du financement.
Vous l'avez également indiqué, donc il y a eu une évolution de la notion d'action de formation. Donc il y a une définition qui a été précisée donc, dans le cadre de la loi 2018. Donc la définition avant, c'était surtout une action de formation, c'était autour du programme de formation. Donc c'était le document qui était phare et qui reste encore pour beaucoup d'entre vous un document qui est fondamental. Cette définition a été précisée dans le cadre d'un processus pédagogique qui permet l'atteinte d'un objectif professionnel. Donc là, on a un renforcement aussi de l'adéquation emploi-formation dans cette nouvelle définition de l'action de formation. On a eu des modalités d'apprentissage et de formation qui ont été élargies. Bien sûr, on a gardé le présentiel. On a pu renforcer le rôle de la formation à distance ou sa reconnaissance, donc de la FOAD. Et on a eu le développement et la création de la notion d'AFEST, d'action de formation en situation de travail. Donc les impacts pour vous, principalement, ça a été de pouvoir élargir des modalités de formation et de permettre de nouvelles perspectives d'apprentissage à vos participants ou à vos apprenants, de pouvoir plus facilement moduler les parcours, mais en même temps, ça a nécessité du coup une adaptation de votre côté. La possibilité de former dans différents contextes a nécessité pour vous l'ingénierie de formation, de pouvoir retravailler l'ingénierie de formation en intégrant de nouvelles modalités d'apprentissage qui rentrent dans ce cadre légal de la formation professionnelle. Vous avez pu peut-être développer des actions en AFEST, de pouvoir proposer des accompagnements avant ou après l'action de formation qui rentraient dans le cadre de ce parcours, de ce processus pédagogique permettant de pouvoir atteindre un objectif professionnel. Vous avez peut-être également développé de l'apprentissage ou de la formation à distance. Donc tout ça a permis une hybridation, une multimodalité autour de cette notion d'action de formation. Donc on a eu des impacts à la fois donc, sur la définition de l'action de formation, mais également sur les modalités. On a eu également des modifications autour de l'assiduité. Avant 2018, on parlait beaucoup de la notion de présence. Il fallait justifier de la présence et maintenant on parle plutôt de l'assiduité, notamment dans le cadre des formations à distance ou encore de la FEST. Vous l'avez également indiqué, les prestataires donc, au niveau de la formation professionnelle, pardon. Avant, on les appelait les OF, les organismes de formation. On a vu tout à l'heure qu'on avait beaucoup de pouces au niveau des OF. Maintenant, on parle de PAC, de prestataires d'action concourant au développement des compétences. Donc parfois, c'est un vocabulaire qui est encore peu utilisé, mais si vous le rencontrez, il faut que vous puissiez comprendre que c'est simplement la nouvelle définition, la nouvelle acronyme des prestataires autour de la formation professionnelle, que ce soit organisme de formation, CFA, accompagnateur VAE ou encore centre de bilan de compétences. Donc maintenant, tous ces prestataires s'appellent des PAC, des prestataires d'action concourant au développement des compétences. Donc ça a été une avancée, en tout cas au niveau légal, sur cette notion d'action de formation. Ensuite, vous l'avez également souligné, on a eu des évolutions au niveau de la certification des compétences. Donc là, je ne parle pas de la certification de service, comme par exemple le RNQ et Calliope, mais bien l'évolution du système de certification des compétences, donc tout ce qu'on appelle l'ingénierie de certification et qui se regroupe en général autour du RNCP et du répertoire spécifique. Donc, il y a eu la création d'un organe, d'une institution, pardon, plutôt, donc de centralisation et de mutualisation qui s'appelle France Compétences. France Compétences a eu plusieurs attributions, comme on l'a vu au niveau de la collecte, de la redistribution des fonds, mais également autour de l'instruction et de l'enregistrement des demandes de certification au RNCP, au répertoire spécifique. Donc maintenant, c'est France Compétences qui gère le RNCP, le répertoire spécifique. On a eu donc dans cette évolution également l'adéquation avec la classification des certifications en niveau de compétences. Donc ça parle parfois, ça devient, on va dire, de plus en plus dans la pratique, mais avant on parlait en chiffres romains. On avait par exemple un niveau 4 qui était un bâton et un V, et maintenant on parle en chiffres arabes, c'est-à-dire qu'on a le niveau 4, c'est vraiment le niveau 4. C'est-à-dire le chiffre 4 qu'on connaît de notre côté. Donc on a eu un basculement et une homogénéisation des classifications des certifications au niveau européen. Donc ça, c'est quelque chose qui également a pu perturber certains repères au niveau notamment soit des organismes de formation, mais surtout plus principalement au niveau des apprenants ou au niveau des candidats aux certifications. On a vu également donc, dans cette nouvelle articulation de France Compétences, vous l'avez également indiqué, l'obligation donc de construire des blocs de compétences
dans les certifications visées par le RNCP, enregistrées pardon, au RNCP. Donc avant, on avait plutôt une logique, on va dire, qui pouvait s'articuler autour d'un programme de formation. Donc depuis la réforme, le RNCP demande à ce qu'il y ait une construction en bloc de compétences qui soit indépendant et qui permette de pouvoir ensuite individualiser ou modulariser le parcours de formation. Ce qui vient en cohérence avec également l'obligation d'accessibilité par la VAE de l'ensemble des certifications au RNCP, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, au niveau des impacts de cette évolution du système de certification des compétences pour vous, ça a été de pouvoir permettre une plus grande modularité des parcours d'évolution professionnelle. Donc, on peut avoir des blocs de compétences qui sont acquis à la fois par la VAE, mais également par la formation, et à la fin obtenir une certification totale. Donc ça, c'est quelque chose qui a pu être possible et rendu possible par la loi. Vous avez dû également peut-être refonder ou repenser l'ingénierie de vos formations en modules autour des blocs de compétences et non plus de manière linéaire sur l'ensemble d'un titre. Donc ça, c'est quelque chose qui a également impacté votre ingénierie de formation. Et de la même manière, l'ingénierie de formation a pu être impactée par la mise en place de procédures d'évaluation pour chaque bloc de compétences. Donc c'est quelque chose qui a vraiment impacté pour les personnes bien sûr et les organismes qui proposent des certifications enregistrées au RNCP, c'est quelque chose qui a vraiment permis de prendre du recul sur la progression pédagogique et qui a permis de rebalayer les différents éléments pour proposer une offre de formation qui soit plus adaptée aux besoins d'individualisation et de modularisation des formations. Enfin, dernier point sur l'évolution du système de certification, on a eu une nouvelle procédure d'enregistrement RNCP qui est entièrement dématérialisée. C'est un point de détail, mais qui a permis de pouvoir plus facilement instruire les dossiers par la suite. Comme je l'indiquais précédemment, on a eu une nouvelle gouvernance avec des nouveaux acteurs, ou des acteurs dont le rôle a été renforcé ou créé à l'occasion de cette loi Avenir professionnel. Donc on a eu la création de France Compétences en 2019, qui permet de répartir les fonds de formation professionnelle et de l'alternance, qui a aussi comme mission de réguler la qualité de la formation et donc également autour du RNQ et de Calliope. C'est là où son rôle principal de votre côté a été fondateur. Il permet également, France Compétences, pardon, permet également de réguler les coûts et les règles de prise en charge des différents financeurs publics ou en tout cas mutualisés, comme par exemple Pôle emploi, comme par exemple les OPCO, ou encore la Caisse dépôt et consignation sur le CPF. France Compétences suit également la mise en œuvre des plans au niveau régional, donc des différents plans qui sont autour de la formation professionnelle, enregistre les certifications professionnelles, comme on l'a vu, au RNCP, au ORS, et instruit également les réclamations des usagers. Donc c'est une mission qui est moins connue pour nous, organismes de formation, mais c'est également un rôle de France Compétences d'être à l'écoute des utilisateurs, des citoyens et des actifs pour pouvoir du coup renforcer et avoir une meilleure qualité du système de formation en France. On a vu apparaître également donc des OPCO en remplacement des OPCA, donc OPCO opérateurs de compétences. On retrouve cette notion de compétence qui est vraiment fondamentale et de l'articulation entre l'emploi et la formation qui vient même s'inscrire jusqu'à cet acronyme, donc d'OPCO. De plusieurs dizaines d'OPCA à l'époque, on est arrivé donc à 11 OPCO, 11 opérateurs de compétences. Leurs missions ont été recentrées sur le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, mais également sur l'accompagnement des TPE et des PME, donc de leurs adhérents, dans la formation et dans le financement de ces formations. On a vu apparaître, par exemple, le plan de développement des compétences en remplacement du plan de formation. Et ce plan de développement des compétences peut avoir un financement auprès de l'OPCO pour les salariés, pour les entreprises pardon, qui ont moins de 50 salariés. Donc ça a été une nouveauté également. Les OPCO ont eu aussi une nouvelle mission qui a été, enfin, renforcée, pardon, une nouvelle mission qui a été d'appuyer les branches professionnelles, notamment au niveau de la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et également autour de la création ou du renforcement de la logique de certification de branches, par exemple au niveau des CQP de branches, des certificats de qualification professionnelle des différentes branches qui sont autour des différents OPCO qui peuvent les accompagner sur ce point.
On a vu arriver également les commissions de transition professionnelle. Donc les commissions de transition professionnelle, c'est des commissions qui sont donc régionales, qui instruisent, qui valident et qui financent les projets de transition professionnelle. On y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Qui gèrent également le dispositif démissionnaire qui a été une nouveauté de la loi également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un salarié pardon, peut démissionner de son emploi s'il a un projet de transition professionnelle, un projet de reconversion qui est jugé pertinent, réaliste et faisable par les commissions de transition professionnelle. Et ils assurent également le suivi du CEP, du Conseil en évolution professionnelle. Un acteur qui existait déjà à la Caisse des dépôts et consignations, mais qui a vu un nouveau rôle apparaître et être renforcé donc, autour du CPF, c'est la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations, donc, qui gère le CPF au niveau des comptes des usagers, mais également au niveau de l'application et au niveau des sites Internet autour du CPF, qui gère également les abondements des entreprises et des autres institutions comme Pôle emploi. Donc la Caisse des dépôts et consignations existait déjà, mais a vu son rôle vraiment complètement émerger autour de la gestion et de l'application de toutes les logiques et toutes les politiques autour du compte personnel de formation. On va faire maintenant un petit détour par l'évolution du CEP. Le CEP, c'est le Conseil en évolution professionnelle. Donc, dans vos retours tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas apparu parce qu'effectivement, c'est un service qui est à part de votre activité de formation, qui peut venir en articulation, mais qui n'est pas du tout un acteur forcément avec lequel vous travaillez au quotidien, en tout cas pour la majorité d'entre vous. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas émergé dans vos réponses de tout à l'heure. Mais on a donc renforcé et vraiment fait évoluer le rôle du CEP, du Conseil en évolution professionnelle. Donc on a eu une articulation des différents acteurs du CEP autour de la situation des personnes, des actifs. Donc par exemple, les demandeurs d'emploi, c'est Cap Emploi, Pôle emploi, éventuellement les missions locales et l'APEC qui restent les opérateurs du CEP donc pour ces publics-là. Pour les salariés, c'est principalement en général les CIBC ou certains acteurs régionaux qui sont donc les principaux opérateurs pour les actifs occupés. Et enfin, pour les démissionnaires, donc on l'a vu précédemment, ça va être un service qui va être proposé ou en tout cas qui va être articulé avec la logique de parcours et de projet professionnel. Donc avoir un recours à un CEP, un conseiller en évolution professionnelle, est obligatoire pour les actifs, pour les salariés qui ont un projet de reconversion qui pourrait ouvrir droit à une indemnisation du chômage. Donc c'est un rôle qui était déjà présent depuis 2014, mais qui a été renforcé pour pouvoir sécuriser les parcours professionnels et accompagner les personnes autour de leur projet de formation. Donc c'est un acteur qui est aussi important pour vous en tant qu'organisme de formation et prestataire d'actions concourant au développement des compétences parce que vous pouvez avoir des liens avec eux et également ils peuvent être en tout cas orientés vers par exemple des plateformes comme Me Former en Occitanie ou autres qui vont venir permettre aux actifs ou aux demandeurs d'emploi de pouvoir avoir une meilleure visibilité de votre action de formation et de votre offre de formation. Quelque chose que vous avez plus fait apparaître dans vos réponses, c'est bien sûr l'évolution du CPF. Donc l'évolution du CPF, elle a connu on va dire, plusieurs thèmes. On a eu la première chose qui était la plus importante, c'est le budget CPF qui est passé avec une conversion des heures en euros. Donc pour rappel, c'était une heure de CPF égale 15 euros à l'époque. Et puis ensuite un crédit, excusez-moi, de 500 ou de 800 euros par an pour un emploi à temps plein, donc 500 euros pour des publics, on va dire, de droit commun, et puis 800 euros pour des publics spécifiques, par exemple des personnes qui ont la reconnaissance de travailleurs handicapés. Il y a également la possibilité d'avoir des abondements qui sont possibles, soit par Pôle emploi, soit par l'employeur. Donc là, il y a des démarches particulières à effectuer quand on crée le dossier CPF, mais on va dire l'évolution majeure donc, au niveau du CPF, c'est vraiment cette transformation des heures en euros qui a permis de pouvoir faire en sorte que les actifs et les usagers puissent vraiment s'impliquer dans leur dossier CPF et pouvoir faire le choix de leur formation.
Donc, il y a eu aussi des évolutions au niveau des formations finançables par le CPF. Elles ont été du coup relistées. On retrouve les certifications ou les blocs de compétences enregistrés au RNCP, les certifications et les habilitations du répertoire spécifique. On a également donc des financements au titre de bilan de compétences, de l'accompagnement VAE, des permis de construire. On a également des possibilités de financement pour la formation à la création ou la reprise d'entreprise. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû vivre avec quelques suées cet été par rapport on va dire, la démarche qui a été faite justement de recentrer et de pouvoir repasser en revue les critères d'éligibilité sur la formation à la création, la reprise d'entreprise. Et on a également d'autres types de formations qui sont possibles, éligibles au CPF, comme par exemple les formations pour les bénévoles ou pour les personnes en service civique. Donc ce qui a évolué également donc, au niveau du CPF, comme je le disais, c'est le financeur, c'est-à-dire que désormais le financeur, c'est la Caisse dépôt et consignation, alors qu'avant la réforme, c'était les OPCO qui étaient en charge du financement également du CPF. Au niveau des impacts pour vous, l'avantage c'est que l'usager, la personne qui détient le compte CPF peut choisir une action de formation et l'acheter sans intermédiaire via l'application Mon compte formation ou via le site internet Mon compte formation, et que on va dire les organismes de formation ou les PAC doivent maîtriser les dispositifs d'abondement et de cofinancement du CPF pour pouvoir orienter et informer leurs clients ou leurs apprenants sur ces dispositifs. Au niveau donc particulièrement des organismes de formation, il y a eu donc des impacts parce qu'il y a eu une limitation des montants disponibles en euros sur le CPF. Donc il a été parfois nécessaire de repenser l'offre de formation, soit en bloc, comme on l'évoquait précédemment, soit en termes de modularité du parcours de formation grâce à un positionnement plus précis au niveau de l'entrée en formation. Parfois, il a été aussi nécessaire de repenser le coût de la formation et donc l'ingénierie derrière peut être en termes de modalités, présentielles, distancielles ou multimodalité, pour permettre d'arriver sur une logique de marché et plus forcément sur une logique donc de marché autour du CPF et plus forcément sur une logique on va dire, de rentabilité pure de l'action de formation. Donc il a fallu aussi s'adapter au marché du CPF, au niveau des budgets qui étaient disponibles et au niveau des abondements qui a été disponibles. Vous l'avez également souligné, depuis le 1er janvier 2022, il était obligatoire d'être certifié ou d'avoir la certification Calliope, donc RNQ, pour pouvoir bénéficier des fonds publics ou mutualisés. Il y a également donc une nouvelle, depuis ça fait maintenant 2 ans, il y a la possibilité pour les usagers de noter les formations, donc pour les utilisateurs peuvent noter les formations qu'ils suivent sur le CPF. Donc ça a aussi un impact en termes de qualité, en termes de visibilité et donc en termes de qualité de l'action de formation au niveau du marché du CPF. Vous l'avez également souligné, donc on a eu des évolutions autour du contrat d'apprentissage. Donc les principales évolutions, donc il y a d'autres dispositions plus particulières, mais là je reviens sur les principales évolutions autour du contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage a été accessible donc de 16 à 19 ans pour un public, on va dire, de droit commun. Une rémunération des apprentis qui a été revalorisée. On a eu également la possibilité d'avoir des aides pour le permis de conduire et la grande évolution, ça a été le financement au coût au contrat par les OPCO, ce qui n'était pas le cas bien sûr précédemment. On a eu des évolutions du contrat également en termes de durée. Il peut aller de 6 à 3 ans en fonction de la situation des personnes. Il peut avoir une durée qui est modulaire. On a eu des modalités de rupture du contrat d'apprentissage qui ont été également assouplies et la possibilité de réaliser en dehors de l'Union européenne ce contrat ou toute partie du contrat d'apprentissage, donc pour favoriser la mobilité des apprenants, des apprentis, pardon, dans ce cas-là. Vous l'avez également indiqué, donc au niveau des CFA, on a eu une ouverture à la concurrence. Donc ça, c'est quelque chose qui a bouleversé le marché donc de l'apprentissage et également une obligation d'être certifié Calliope pour les centres d'apprentissage, donc d'être considérés vraiment au même niveau que les autres prestataires d'action concourant au développement des compétences, ce qui vient dans la droite ligne de la nouvelle typologie des prestataires de formation.
Les impacts prioritaires donc, pour vous, ça a été donc de pouvoir élargir l'offre d'apprentissage et d'avoir une possibilité de mieux prendre en compte les acquis des bénéficiaires, de par la durée modulaire du contrat d'apprentissage. Pour les prestataires particulièrement, ça a nécessité encore une fois de pouvoir réfléchir à une nouvelle ingénierie de formation, donc la logique d'apprentissage étant différente de la logique d'action de formation, on va dire classique en entreprise, de pouvoir aussi avoir un accès simplifié aux modalités de financement du contrat d'apprentissage et également de devoir élargir donc certaines missions en interne du CFA, par exemple de pouvoir créer ou de pouvoir renforcer le rôle d'organe de contrôle, de renforcer également l'aide à l'insertion professionnelle, de pouvoir j'allais dire élire, bon, c'est pas le bon mot, mais vous m'excuserez, du coup, un référent handicap ou un référent mobilité, donc pour ces apprentis. En parallèle du contrat, donc de l'évolution du contrat d'apprentissage, on a eu l'évolution du contrat de professionnalisation. Donc au niveau du contrat de professionnalisation, on a eu la possibilité d'aller jusqu'à 36 mois pour certains publics. On a eu la possibilité également de pouvoir réaliser ce contrat en dehors de l'Union européenne, donc toujours pour favoriser la mobilité dans le champ de l'Union européenne, et de pouvoir expérimenter des parcours de formation non certifiants alors, jusqu'à 2021, et je crois que ça a été reconduit, mais ça, vous aurez peut-être, pour certains organismes, une meilleure vision de ce point-là particulier. Donc, la logique, donc, ça a toujours été de pouvoir, pour les prestataires qui proposent des contrats de professionnalisation, d'être certifiés Calliope pour pouvoir avoir accès au financement du contrat de professionnalisation. Et au niveau des impacts, donc, les impacts principaux, c'est de pouvoir permettre donc aux personnes d'avoir une formation qui est plus détaillée, plus sur mesure, plus adaptée à leurs besoins et bien sûr aux besoins de l'entreprise qui les salarie, et de pouvoir pour les entreprises embaucher un salarié qui va être formé selon ses besoins et non pas forcément uniquement selon une certification qui est visée à la fin. Pour les organismes de formation, ça a permis de pouvoir renforcer encore une fois l'individualisation des parcours de formation et de pouvoir adapter plus finement les parcours de formation aux besoins des entreprises, donc d'être plus pertinente dans l'offre de services et dans l'adéquation emploi-formation. Dans cette réforme, on a vu également arriver deux nouveaux dispositifs. Donc un nouveau dispositif complètement qui s'appelle la Pro-A. Donc le dispositif de Pro-A, ça permet une reconversion ou une promotion par l'alternance. Donc c'est adressé pour les salariés en CDD ou en CDI et la Pro-A est accessible si le niveau de la personne est inférieur à la licence. Donc le niveau de qualification de la personne est inférieur à la licence. Cette ProA, elle peut être de 6 à 12 mois et elle peut être réalisée pendant ou en dehors du temps de travail. L'impact au niveau de ce dispositif, c'est de pouvoir valoriser l'alternance pour les salariés les moins qualifiés et de pouvoir, pour les organismes de formation, avoir des nouvelles opportunités de développement commercial de l'offre en alternance. Souvent, quand il y a déjà quelque chose qui a été décliné au niveau de l'alternance, ça va permettre de pouvoir plus finement le proposer à des entreprises, pardon, qui ont des salariés et qui veulent travailler autour de la mobilité ou de l'évolution de ces salariés. On a également vu apparaître le projet de transition professionnelle, donc qui est un projet de transition professionnelle qui est venu remplacer le CIF au 1er janvier 2019, qui s'adresse à des salariés en CDD ou en CDI et qui peut permettre d'avoir accès à des formations certifiantes avec, dans certains cas, un cofinancement par le CPF de la personne. En 2020, le fonds GESIF est devenu Transition Pro. On l'a vu tout à l'heure, les commissions de transition professionnelle ont un rôle vraiment qui est renforcé. Et le rôle de ces commissions de transition professionnelle, c'est de gérer les projets de transition professionnelle des actifs occupés et le dispositif démissionnaire, comme je le disais tout à l'heure. Pour les PAC, pour les organismes de formation, ça nécessite d'avoir un positionnement préalable qui est à la fois gratuit, mais qui est obligatoire avant l'entrée en formation et de proposer dans la mesure du possible un parcours individualisé. Donc on est vraiment autour des différents dispositifs qu'on a vus jusqu'à présent, que ce soit dans la logique de la loi ou que ce soit dans sa transposition dans les dispositifs, autour d'une modularité et de l'individualisation des parcours de formation.
On a également donc la logique de sécurisation du parcours qui a été renforcée avec l'introduction et le renforcement du rôle du CEP, notamment pour les dispositifs démissionnaires. Alors, on va s'intéresser maintenant aussi au contexte socio-économique. Alors, c'est un bien grand terme pour parler de la situation autour de l'activité de formation qui a quand même un impact sur les pratiques pédagogiques. Il y a plusieurs niveaux de contexte socio-économique qui vont impacter et on les a vécus ensemble précédemment. Les différentes évolutions et les différents points qui ont été importants au niveau de ces dernières années sur l'évolution du contexte socio-économique. On l'a un petit peu abordé au démarrage de la présentation. Donc cette notion de polycrise. Du coup, on a une notion qui s'appelle l'environnement VUCA. Je ne sais pas si vous connaissez cet acronyme. On parle également d'environnement VUCA en anglais, mais comme je suis toujours pas bilingue, je n'aventirai pas à pouvoir vous le traduire. Donc en français, l'environnement VUCA, c'est effectivement un environnement qui veut dire qu'il est volatile, incertain, complexe et ambigu. Depuis les années 90, 1990, donc ça ne nous rajeunit pas, on est entré dans une ère qui se caractérise par cet environnement qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc on a une perte de repères autour de cet environnement-là qui ne correspond plus à ce qu'on a pu connaître plus jeune. On a à la fois une augmentation exponentielle des connaissances et de sa disponibilité avec Internet, mais également en parallèle une obsolescence croissante des compétences. Donc on a à la fois la possibilité d'avoir accès à plus de connaissances plus facilement, mais ces connaissances en fait viennent rapidement être obsolètes et devoir être remplacées. Ça génère aussi une très forte incertitude socio-économique et également, vous l'avez dit dans vos retours, des crises de sens autour du sens donné au travail, du sens donné à son utilité sociale, etc. Donc on n'a plus les mêmes repères que précédemment. Et au niveau des organismes de formation et on va dire de toute personne, il est de plus en plus courant de ne pas savoir ou du moins de ne pas tout savoir. On a à la fois une disponibilité de l'information et des connaissances qui est croissante avec bien sûr le développement des nouvelles technologies et d'Internet, mais à la fois on a une somme on va dire, pardon, excusez-moi, on a une posture qui doit évoluer autour du fait de pouvoir reconnaître qu'on n'est pas sachant ou qu'on ne sait pas tout. Donc la posture du formateur, la posture des accompagnateurs, que ce soit au niveau des actions de formation, de l'apprentissage, également des bilans de compétences avec les nouveaux métiers, on ne peut pas tout savoir, et de l'accompagnement VAE, doit évoluer en cohérence avec ce nouvel environnement. Et la posture du formateur doit également évoluer vers le rôle d'apprendre à ces apprenants ou aux personnes qu'ils accompagnent à plutôt questionner, à les collecter, à organiser, à partager les informations avec les autres personnes, que ce soit lui ou elle en tant que formateur, formatrice, accompagnateur, accompagnatrice, ou les autres apprenants. Donc on arrive, ça a été abordé aussi dans le calendrier, vers du social learning et une notion qu'on appelle donc l'aspect collaboratif, notamment au niveau des actions de formation. Cet aspect collaboratif permet de co-construire le savoir et de pouvoir du coup se sentir moins dans l'incertitude face à cet environnement qu'on peut subir dans certains cas. Le rôle du formateur ou de la formatrice ou des accompagnateurs, accompagnatrices, c'est de vraiment venir changer de paradigme et au lieu d'être dans une posture de sachant, de pouvoir être dans une posture d'accompagnement autour de la sécurisation de l'accès à l'information et de la critique autour de l'information qui est trouvée par les apprenants ou par les personnes accompagnées. Ça nécessite de passer d'un apprentissage vertical, c'est-à-dire le formateur ou la formatrice est le sachant et délivre un savoir, à un apprentissage mutuel. Donc on n'est même pas sur un apprentissage horizontal, mais vraiment à des vases communicants entre les formateurs et les apprenants, les accompagnateurs et les personnes accompagnées, de pouvoir s'enrichir mutuellement. Le formateur ou l'accompagnateur a toujours un rôle de coordination, de sécurisation, comme un rôle un petit peu en recul sur ce que fait bien sûr l'apprenant ou la personne accompagnée, mais aussi peut s'enrichir des retours des personnes avec lesquelles elle travaille.
Donc ça a pu, au niveau donc, de l'impact sur les modalités pédagogiques, on le voit particulièrement autour de l'AFEST, l'action de formation en situation de travail. C'est l'entreprise, ce sont les personnes qui composent l'entreprise qui ont le savoir à transmettre et le formateur ou la formatrice ou l'accompagnateur AFEST, lui, il va venir apporter la méthode. Donc c'est ce qui est cette conjugaison et cette coordination autour de qui a le savoir et qui a la méthode qui permet de pouvoir proposer une AFEST qui soit pertinente. Cet apprentissage mutuel, il est particulièrement adapté à notre environnement qui est donc de plus en plus complexe, qui évolue de plus en plus vite et qui nécessite pardon, de la part de toute personne, c'est-à-dire des formateurs, mais aussi bien sûr des apprenants, de pouvoir être dans une posture d'apprentissage et de formation permanente. Donc ce n'est plus simplement les personnes formées qui sont formées, mais c'est également une rétroaction sur la posture formative et sur la posture du formateur ou de l'accompagnateur pour permettre également d'avoir une évolution de sa pratique professionnelle. L'enjeu à ce niveau-là, ce n'est plus de thésauriser sur des connaissances qui seront de toute façon rapidement obsolètes, mais de chercher, d'organiser et de pouvoir mettre en commun le savoir qui est créé de manière collaborative. Donc cet environnement VICA, il a aussi un impact majeur sur votre posture de manière plus générale en tant que formateur ou formatrice, accompagnateur, accompagnatrice. C'est vraiment de pouvoir se détacher de cet aspect lié au contenu, mais donc de pouvoir quand même sécuriser le contenu qui va être créé de manière collaborative, mais de rentrer dans une posture qui est de plus en plus autour de l'accompagnement, du regard critique et d'accepter également de pouvoir s'enrichir, de ne pas tout savoir et de pouvoir être soi-même en permanence en apprentissage. Donc ça, c'est un premier élément, cet environnement VICA, qui impacte fortement votre pratique professionnelle. Parfois, on n'arrive pas forcément à mettre le mot dessus, ou parfois on est en difficulté parce que entre comment on a été formé ou ce qu'on se représente de son métier de formateur ou de formatrice et cet environnement-là, on peut être en difficulté. Donc de mettre un mot sur ce contexte, on va dire général, dans les sociétés occidentales, ça permet de prendre du recul et de se dire, OK, entre ce que j'ai appris précédemment et ce qui est attendu aujourd'hui, il y a un petit décalage qui s'est créé et donc ça nécessite de ma part de pouvoir renforcer mes connaissances, mes compétences et d'être ouvert à l'apprentissage permanent. Vous l'avez également souligné de manière beaucoup plus précise donc dans ces dernières années. On a bien sûr rencontré tous et toutes une crise sanitaire, donc ça a impacté fortement votre activité. Il y a des organismes de formation qui connaissent en général une baisse significative de leur chiffre d'affaires en 2020. Donc on avait à la fois une conjoncture autour de la réforme 2018. Donc il y avait déjà des évolutions à apporter, une reconnaissance et une appropriation de ce nouveau marché et des possibilités de développement commercial. Et en même temps, bien sûr, vous le savez tous et toutes, il y a eu la crise sanitaire qui a nécessité une double adaptation, voire une multi-adaptation sur différents plans, que ce soit au niveau du marché, que ce soit au niveau du financement ou que ce soit au niveau de la pratique pédagogique. Pour rappel, en 2020, à peu près 65% des organismes de formation ou des prestataires de formation connaissent une baisse de leur chiffre d'affaires au niveau national. Donc c'est vraiment quelque chose d'intense, d'extrême. Et cette diminution du chiffre d'affaires, elle est particulièrement forte pour les établissements de petite taille. En Occitanie, on a cette répartition au niveau national aussi, mais particulièrement en Occitanie, on a cette répartition avec des petits organismes de formation, petits par la taille, pas forcément par la compétence ou la qualité. Donc, c'est bien sûr quelque chose qui a impacté fortement votre activité dans les dernières années. Donc cette activité elle a été impactée à partir de l'issue du premier confinement. Donc il y a eu une reprise de l'activité pour la majorité des organismes de formation qui ont à peu près retrouvé un rythme normal, mais pour autant, en fait, il y a eu aussi une baisse significative des sollicitations par les entreprises et des difficultés à maintenir l'offre de formation dans le contexte sanitaire, parce qu'il y avait des jauges, parce qu'il y avait des difficultés à trouver des lieux de stage qui permettent de répondre aux contraintes sanitaires, qui avaient donc une nécessité de s'adapter à ce protocole sanitaire ou de s'adapter également au télétravail ou à la nécessité que les personnes n'étaient plus forcément sur site. Donc de pouvoir
retrouver un équilibre économique, ça a été difficile parce que globalement, l'équilibre a été détérioré, mais il a été quand même soutenable, c'est-à-dire que vous avez pu quand même perdurer dans votre activité. Pour rappel, à la fin des années, de l'année 2020, plus de la moitié des organismes de formation déclarent que leur équilibre économique est détérioré et vraiment il y a un quart des organismes de formation qui sont dans une difficulté économique particulière. Toujours, on retrouve des impacts économiques beaucoup plus importants en fonction de la taille. Donc plus la taille est petite, plus l'impact est important et inversement. Vous l'avez également souligné, donc cette crise sanitaire a permis quand même de pouvoir accélérer l'hybridation des formations ou la digitalisation des formations. Pour rappel, avant la crise sanitaire, il y avait moins de 15% des organismes de formation au niveau national qui avaient entamé l'hybridation ou la digitalisation de leur formation. Et après la crise sanitaire, on est passé à 56%. Donc là, c'est vraiment, on va dire, un accélérateur majeur au niveau de votre offre de formation qui a été mis en place. La particularité, c'est qu'au début, cette hybridation ou cette digitalisation, elle a été pensée en général pour venir vraiment être dans une logique d'adaptation à la crise sanitaire et petit à petit, vous l'avez développée pour être pensée au niveau de la pérennité dans votre stratégie d'organisme de formation. Et ça se retrouve principalement autour de la forme d'une accentuation des cours à distance pour à peu près 3/4 des organismes de formation, ou alors tout simplement une mise à disposition plus importante des contenus pédagogiques à distance pour les apprenants, pour les personnes accompagnées. Pour assurer ces formations à distance ou ces formations hybrides, vous avez eu un recours donc, aux outils numériques. Il a fallu également vous former à ces outils numériques. Donc, il y a eu aussi une accélération de votre propre montée en compétence sur ces différents points. Vous avez dû choisir parfois des plateformes de formation ou construire des modules pédagogiques digitaux. Dans certains cas, vous avez également mis en place des ressources en réalité virtuelle. Ça reste quand même assez confidentiel, mais c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus en fonction des secteurs et des thématiques de formation. La crise sanitaire a également bouleversé les modes de fonctionnement d'un grand nombre de secteurs et d'entreprises, donc avec l'obligation de distanciation physique. L'écran est devenu le principal moyen de communication pour tout le monde. On le retrouve également aujourd'hui et je suis ravie d'être avec vous. Donc les entreprises et les organismes de formation ont dû s'adapter, mais également réinventer à tous les niveaux donc leurs pratiques et notamment bien sûr au niveau de la formation professionnelle. Donc on retrouve de ce que vous avez partagé tout à l'heure dans le chat, effectivement plus de digitalisation, plus de sens donné au travail, notamment de sens social. Donc il faut également que l'offre de formation vienne en cohérence, que ce soit dans sa commercialisation, dans sa communication ou au niveau pédagogique, en cohérence avec ces nouvelles pratiques, plus de digitalisation, plus de relations à distance, donc ça modifie certains impacts de la formation, et également la possibilité de former plusieurs personnes dans un même temps. Enfin, il y a eu en 2021 le déploiement à grande échelle du plan de relance. Donc ça a été vraiment quelque chose de aussi important au niveau national pour les organismes de formation parce qu'on a pu identifier à travers cette crise et ces différentes crises l'évolution de nouveaux besoins en compétences, que ça soit ponctuel pour de l'adaptation, comme par exemple le télétravail, la digitalisation, mais également, comme vous l'avez très bien souligné, des nouveaux besoins en compétences pour permettre la transformation de la société et son adaptation à la crise sanitaire et également aux grands courants qui la traversent en termes d'individualisation et en termes de digitalisation et de tous les nouveaux métiers, donc métiers en tension ou métiers rares, qui ont été différents après la crise sanitaire que c'était par rapport aux différents métiers qui étaient en tension avant ou qui étaient des métiers rares avant. Donc vous avez dû donc consolider la transformation donc, de votre organisme de formation et de votre activité avec une nouvelle démarche qualité, la digitalisation de votre offre de formation et l'adaptation de votre offre de formation à ces nouveaux besoins en compétences. Donc il y a eu beaucoup de défis pour vous à relever et donc l'année 2022 et maintenant 2023, ça va être la consolidation de ces différents éléments. Donc si on fait le bilan
les années qu'on vient de traverser au niveau du contexte socio-économique, on a vécu un Big Bang de la formation à travers donc, la réforme 2018. C'était quelque chose qui était annoncé. Cette réforme, elle a été particulièrement marquée par la libéralisation et le soutien des aides publiques, donc à la fois pendant la crise sanitaire, mais également par la suite. Et le marché a été aussi marqué par l'explosion de l'apprentissage, vous l'avez bien souligné, et de mon compte formation. Par exemple, plus de 5 millions d'actifs ont choisi de se former avec leur CPF. Vous l'avez indiqué également, le développement et la possibilité de se former hors temps de travail, qui vient en lien en général aussi avec la digitalisation de votre offre de formation, permet de donner accès à la formation aux actifs qui souhaitent se former dans le cadre d'une reconversion par exemple ou d'une évolution professionnelle, de se former en dehors de de leur temps de travail et de s'approprier plus finement leur parcours professionnel. Au niveau de l'apprentissage, la barre des 800 000 apprentis a été franchie ou en passe d'être franchie. Donc fin 2022, on attend les chiffres pour le début d'année 2023. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental et de fondateur qu'on a vécu ces dernières années, à la fois donc à travers mon compte formation principalement et également le développement de l'apprentissage. Pour ça, vous avez dû, organisme de formation et PAC, prestataire d'action concourant au développement des compétences, accélérer votre digitalisation et repenser complètement votre modèle économique. Ça a dû se faire à la fois dans un aspect ping-pong, c'est-à-dire j'ai une difficulté, il faut que je trouve la solution rapidement, mais on voit vraiment en arrière-plan se dessiner une logique beaucoup plus pérenne sur votre stratégie d'adaptation et votre stratégie économique. C'est-à-dire que là, vous étiez dans le fait de subir les différentes crises et les différents éléments de cet environnement, vous arrivez petit à petit à vous les approprier à travers la digitalisation, la démarche qualité et la proposition d'une offre de formation qui est plus adaptée au marché et à ses contraintes. Cependant, on a quand même un bilan en demi-teinte, pas forcément au niveau du résultat. On a vu, c'est plutôt au niveau de la réforme une réussite en termes de volume, mais ce bilan il est en demi-teinte parce qu'on a eu aussi un déficit financier, et vous l'avez bien souligné par rapport au CPF. Donc il y a effectivement des régulations qui sont en cours et qui peuvent être vécues de manière injuste ou incomprise parce que parfois un peu, comment dire, sans délai. Donc c'est ce côté-là aussi qui peut être difficile à adapter et à faire face. Donc on a un déficit financier toujours au niveau du CPF et de l'apprentissage qui nécessite d'être régulé. Donc je ne ferai pas, je n'irai pas aujourd'hui dans ce jour de grève, faire un parallèle avec les retraites, sinon je vais me prendre des tomates. Mais en tout cas, voilà, on a cette même logique qui est qu'on a une réalité financière qui nécessite une régulation. Donc la logique, c'est on a voulu faire connaître vraiment et développer la formation à travers notamment le CPF et également les aides au contrat d'apprentissage. Et maintenant, on a la nécessité, maintenant que les personnes sont plus informées, mieux informées, on a la nécessité de réguler donc cet accès au CPF et à l'apprentissage pour permettre de pouvoir retrouver un équilibre financier. Effectivement, les garde-fous qui étaient prévus dans la loi 2018 se sont révélés pour certains sous-dimensionnés. On a eu, et vous le savez mieux que moi, beaucoup de fraude au CPF qui a nécessité encore une fois cette régulation pour l'ensemble des acteurs. Et encore, je comprends tout à fait que vos retours soient vécus comme parfois de l'injustice ou de l'incompréhension. C'est le fait de pouvoir avoir une fraude au CPF qui est massive, qui a été massive et qui nécessite de réguler pour l'ensemble des acteurs, même les personnes qui ne sont pas concernées par ces pratiques-là. Donc ça peut être vécu comme injuste, je le comprends tout à fait. On a également une nécessité de renforcer la qualité de l'apprentissage parce qu'il y a eu une ouverture à travers le coût au contrat et les aides à l'apprentissage, et maintenant ça nécessite de venir se recentrer sur les actions d'apprentissage qui sont plus qualitatives. Vous l'avez très bien souligné également, on a des enjeux de transition professionnelle qui sont on va dire dans la droite ligne de toutes les évolutions autour de l'individualisation de la société. Chaque personne a envie d'être mieux dans son poste, d'être mieux dans sa vie, et donc du coup a beaucoup moins en tout cas de complexes ou de difficultés à pouvoir envisager des reconversions de manière plusieurs reconversions dans une même vie professionnelle, ce qui n'était pas du tout le modèle
principal et dominant jusqu'à présent, mais on a aujourd'hui une évolution autour de ces enjeux de transition professionnelle. Et vous l'avez également indiqué dans le chat, on a également des difficultés à répondre aux tensions de recrutement dans certains secteurs. Donc la formation peut permettre, dans certains cas, de venir pallier à ces difficultés de recrutement. Et on va être là dans encore une fois, une logique de réflexion entre l'insertion professionnelle, l'emploi et la formation. Mais ces différents garde-fous qui étaient prévus par la réforme ont été sous-dimensionnés et ont, on va dire, permis des pratiques qui ont mis en délicatesse l'équilibre financier, notamment du CPF et de l'apprentissage. Au-delà de ces aspects de financement, on a également des problématiques structurelles. On a donc, ça c'est peut-être quelque chose que vous avez moins abordé dans le chat ou je m'en souviens plus, vous m'excuserez. Donc au niveau des problématiques structurelles qu'on va rencontrer, parce que bien sûr la société évolue et donc ces problématiques évoluent en parallèle, on a une complexité des dispositifs encore, on a une difficulté dans la lisibilité des dispositifs de formation. C'est parfois compliqué même pour les organismes de formation d'arriver à s'y repérer. Donc bien sûr pour les usagers ou les apprenants ou les actifs, c'est de la même manière assez complexe. Il pourrait avoir plus de simplicité autour de ces dispositifs. Si on transpose dans le champ de la partie insertion professionnelle, on va venir vers une instance qui s'appelle France Travail. On a une volonté de mutualisation et de centralisation au niveau des dispositifs. Peut-être que ça pourrait être une piste de réflexion, je ne dis pas que c'est le cas, mais en tout cas, on a une nécessité de simplifier donc les différents dispositifs de formation pour les rendre plus lisibles au niveau, bien sûr, de votre activité, mais également au niveau des entreprises et des actifs. On a parfois aussi encore un manque de coordination entre les différents acteurs. On parle, si on prend par exemple la logique des commissions de transition professionnelle, on voit apparaître les CEP, qui sont un acteur qui est externe à la commission de transition professionnelle. On a également l'organisme de formation qui intervient sur un dossier. On a également la commission de transition professionnelle. On a bien sûr le bénéficiaire qui intervient sur son dossier. Et parfois, la communication autour de ce dossier, la coordination nécessaire favoriser la réussite du projet professionnel de la personne, dont du coup la formation fait pleinement partie, manque encore on va dire de partage et d'échange sur ce genre de sujet. Et enfin, un point qui vous impacte beaucoup moins, mais qui est aussi relevé en termes de problématiques plus structurelles, c'est la difficulté à avoir accès aux données liées aux formations et également leur dispersion. Vous devez le voir sur le catalogue Mon compte formation, les personnes arrivent sur Recherche une formation, elles ont une multitude d'offres de formation et parfois c'est difficile pour elles d'arriver à se repérer et de pouvoir rendre l'information accessible et centralisée. Donc aujourd'hui, on est début 2023, on est encore dans une logique de pouvoir réfléchir à comment garantir la soutenabilité financière du système de la formation, tout en poursuivant les efforts de formation dans un contexte de transition numérique, écologique. On n'a plus pour l'instant le contexte sanitaire, mais on a vraiment un contexte particulier, donc au niveau socio-économique de transition, qu'elle soit donc au niveau des pratiques numériques, au niveau des attentes écologiques, mais également des crises de sens et l'individualisation. Et dans ce contexte-là, il faut arriver à pouvoir garantir la possibilité financière, la pérennité du système, tout en allant vers donc des efforts de formation qui sont accrus. Donc c'est aujourd'hui ce que vous rencontrez en termes de contexte actuel et qui peut aussi être difficile pour vous dans la lisibilité de ce contexte qui induit des changements, des modifications, des évolutions permanentes. On a également donc une deuxième problématique, c'est de comment sécuriser l'utilisation des finances publiques tout en simplifiant les démarches des utilisateurs. Alors là, je pense que je ne vois pas le chat, mais par rapport à France Connect Plus, on peut faire un petit clin d'œil par rapport à ces éléments-là. On voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais qui nécessitent, comme n'importe quel nouveau projet, des tâtonnements. On est vraiment dans une démarche de tâtonnement, on essaye des choses et après on les régule. Et bien sûr, pour nous, acteurs de la formation,
qui prenons pour acquis ce qui est dit à un moment donné, ça peut être difficile ensuite de se réadapter de manière assez agile et rapide. Enfin, dans ce bilan du contexte, donc on a également donc la situation au niveau du premier semestre 2023. Alors, il y aura normalement pas forcément une nouvelle réforme, mais en tout cas, il y aura des nouveaux cadres légaux qui va renforcer, qui va venir appuyer certains éléments donc, de la réforme 2018. Encore une fois, dans le but de pouvoir résoudre l'équation entre la nécessaire régulation financière du système, qui est en déficit, et des besoins inédits en compétences et en termes d'attente au niveau des actifs et des citoyens. Ça va se traduire par la fin du quoi qu'il en coûte, qui équivaut à plus de régulation. Il y aura donc des baisses des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et vous l'avez déjà vécu pour l'instant, la régulation par la demande sur le CPF avec le reste à charge éventuel sur certains dossiers et également l'accès au CPF qui nécessite maintenant une démarche qui est beaucoup plus prononcée et qui peut être vécue comme difficilement lisible par les organismes de formation. Après, moi, je suis très sereine par rapport à ça, par rapport à votre capacité à vous adapter, parce que vous avez pu vous adapter à Datadoc, à Calliope. Donc là, c'est effectivement une nouvelle couche supplémentaire, mais qui permet ensuite de pouvoir sécuriser l'accès au financement de vos apprenants et de vos bénéficiaires. Je ne doute pas que vous allez pouvoir le prendre en compte comme une opportunité pour vous, pour prouver la qualité de votre offre de formation et de pouvoir du coup sécuriser et rassurer vos clients ou vos bénéficiaires. Il y a également donc une nécessaire régulation de l'offre au-delà du volet financier. Donc on a une régulation sur le volet financier, mais il y a une nécessité donc, pour le gouvernement de pouvoir réguler l'offre au-delà de cet aspect financier pour favoriser l'adéquation entre emploi et formation. C'est quelque chose qu'on a pu voir en filigrane donc, dans toute cette présentation. Les différentes pistes qui sont actuellement à l'étude, c'est le conditionnement du financement à des indicateurs donc de performance, de réussite. C'est un terme qui doit parler à certains au niveau de Calliope. Donc ces indicateurs peuvent être le taux d'insertion ou les compétences stratégiques, les métiers en tension, et de conditionner, on va dire, le volume de financement par rapport à l'implication ou l'impact plutôt en termes d'insertion professionnelle à terme pour les apprenants ou les bénéficiaires. On a également donc la possibilité de pouvoir cibler les dispositifs sur les enjeux de transition professionnelle collective ou dans des métiers en tension. Donc ça, c'était quelque chose qui a déjà été évoqué pendant le plan de relance. Donc c'est quelque chose qui est de nouveau à l'étude, c'est de pouvoir, encore une fois, flécher le financement sur des dispositifs de formation ou d'accompagnement qui concernent les enjeux de transition professionnelle, donc collectif, pas forcément uniquement individuel, donc comme le projet de transition individuelle, mais plutôt vers des transitions professionnelles collectives qu'on appelle transco, ou des métiers en tension, pour encore une fois favoriser cette politique adéquationniste entre l'offre de compétences et la demande de compétences. C'est quelque chose que vous avez bien souligné dans l'échange, dans le chat, en démarrage. Enfin, on a la nécessité, donc troisième piste c'est bien ça, troisième piste donc d'action, donc pour pouvoir aller vers plus de régulation dans ce contexte qui est quand même particulier aujourd'hui, à la fois d'avoir nécessité de pouvoir simplifier les choses dans un contexte de besoin en compétences qui est particulier, c'est de renforcer encore une fois la logique de certification. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà vécu en 2018 et qui va normalement se prolonger en filigrane dans les prochaines années, à la fois donc par l'alignement des certifications publiques avec les attentes de France Compétences, ce qui n'est pas encore toujours le cas, et à la fois donc renforcer la certification de services, donc cette fois on parle plutôt de Calliope, par la consolidation du système qualité Calliope. Donc il y a des études qui sont faites et qui sont menées actuellement pour venir renforcer, consolider le système qualité Calliope. Donc c'est pas quelque chose qui sera mis de côté, mais c'est quelque chose où il y aura peut-être des incidences différentes ou des manières de faire différentes dans les prochains mois ou les prochaines années. Donc, en conclusion sur ce point-là, les futurs dispositifs qui sont à l'étude pour 2023, c'est vraiment de pouvoir faire la part belle aux transitions professionnelles, donc
plutôt collectives, comme à travers les dispositifs ProA, qui peuvent être collectifs, ou Transco, qui sont des projets de transition professionnelle collectifs liés à certaines entreprises, voire certaines branches professionnelles. Vous avez dû le voir passer également, on va aller vers plus de transition professionnelle, cette fois individuelle, avec l'assouplissement de la VAE. Donc l'objectif, c'est de pouvoir sécuriser les parcours professionnels des personnes en valorisant leurs acquis, donc par exemple à travers la VAE, donc ça c'est sur quelque chose qu'ils ont déjà fait, ou alors en leur permettant de pouvoir avoir accès à un nouvel emploi, ou à un emploi qui est plus attendu sur le marché de l'emploi, désolé pour la redondance, à travers des projets de transition professionnelle collective comme autour des dispositifs ProA ou Transco. Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est au niveau donc, du cadre juridique, ce qui est, on va dire, vraiment à venir, des choses que j'ai un petit peu abordées tout à l'heure, c'est à la fois donc, le développement de l'individualisation des parcours dans le but de les sécuriser. Donc on va s'appuyer sur ce qu'ont déjà fait les personnes, par exemple à travers la VAE, pour pouvoir du coup ensuite sécuriser leur parcours à travers l'obtention d'une certification ou de badge ou de micro-badge, je crois même que ça s'appelle maintenant. Donc on a vraiment cette nécessité de pouvoir rendre visible l'acquisition de compétences et de connaissances dans une certaine mesure. Et on va également travailler autour de l'AFEST pour permettre de pouvoir petit à petit vraiment être dans une logique, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, d'individualisation au niveau pédagogique sur la motivation, sur les enjeux, sur le fait de pouvoir vraiment, entre guillemets, embarquer la personne dans son parcours de formation, si je peux le dire comme ça, par rapport à vos retours, et également dans une logique, nous, en tant qu'organisme de formation ou prestataire d'action concourant au développement des compétences, d'avoir un pas de recul pour nous poser la question de comment cette logique d'individualisation va permettre à la personne, à terme, quand même de sécuriser son parcours. Donc c'est ce que vous indiquiez dans les échanges, c'est-à-dire que vous avez la perception que la personne veut aller vers quelque part. Et vous, votre nouveau rôle aussi en tant qu'organisme de formation, c'est de prendre un pas de recul pour savoir exactement et pouvoir l'orienter au mieux sur les bons choix et les choix les plus à la fois individualisés et sécurisants pour son parcours professionnel. Donc ça nécessite également le développement de compétences en termes d'accompagnement et d'articulation entre l'emploi et la formation. Au niveau donc des logiques ou des stratégies du cadre légal ou du cadre réglementaire qui vont normalement venir dans les prochains mois, les prochaines années, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, le développement des actions collectives donc, pour faciliter l'adéquation avec le marché de l'emploi, notamment sur tous les métiers dits en tension, à travers des VAE collectives ou des dispositifs comme Transco. Donc Transco, c'est comme un projet de transition professionnelle, mais vraiment adapté à une logique d'entreprise ou alors à une logique de branche de compétences qui nécessite d'avoir une transformation et d'aller vers, par exemple, de nouveaux métiers ou une évolution du métier de manière assez importante. Vous l'avez souligné également dans le chat, les prospectives juridiques sont autour du renforcement de la régulation financière, notamment à travers le CPF, mais également l'aspect, on a eu une petite incertitude l'année dernière au niveau de l'aide, donc des aides autour du contrat d'apprentissage. Ça n'a pas été au bout, mais il y a eu quand même cette petite interrogation à un moment. Donc au niveau de votre positionnement, de votre réflexion stratégique, c'est important également d'avoir en vue que ce qui est actuellement au niveau financier, ça ne sera pas forcément le cas demain. Donc de pouvoir aussi commencer dans la stratégie à mettre en place une diversification ou en tout cas des choses qui vous permettent de ne pas être, comme c'est le cas parfois, de but en blanc en face d'une réforme particulière. Je vous partage la situation. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vécu, d'une consoeur qui principalement fait des formations donc, en hygiène alimentaire uniquement à distance. Et en fin d'année dernière, il y a un décret ou un arrêté, je ne sais plus, qui paraît et qui, de manière instantanée, arrête son activité parce que interdit du coup les formations à distance dans l'hygiène alimentaire. Donc dans le HACCP particulièrement. Donc là, fin de non-recevoir, c'est-à-dire que du jour au lendemain, son activité s'arrête parce que la modalité et tout ce qu'elle avait mis en place en s'adaptant à ces différentes évolutions à la fois du marché, à la fois des financeurs, à la fois de la demande et des besoins des personnes qu'elle accompagnait dans ces formations,
Là, le cadre réglementaire dit, ben non, c'est plus possible. Donc, dans la stratégie que vous avez, vous, à mettre en place pour assurer la pérennité de votre activité et de votre organisme de formation, il y a la nécessité de vraiment avoir conscience que cette régulation financière, elle va arriver, et donc c'est nécessaire de pouvoir peut-être diversifier à la fois les modalités ou à la fois l'offre de formation pour vous permettre de pouvoir être un peu moins impacté directement si vous êtes vraiment très centré sur une seule modalité ou un seul financement. Et comme vous l'avez très bien dit également, on a un renforcement de la qualité qui arrive. Donc ça va être pas forcément par la refonte de Calliope, c'est pas forcément ce qui est abordé, mais plutôt par une meilleure appropriation de tout ce qui est autour oh mince, excusez-moi, autour de la démarche d'amélioration continue. Donc au lieu de pouvoir essayer de trouver des leviers pour que, au-delà de l'obligation, on va dire, documentaire, et Marina le précisait, effectivement, qui peut être difficile parfois au quotidien à suivre, c'est de pouvoir faire en sorte d'aller vers plus de qualité au quotidien, donc dans l'organisme de formation, et d'avoir une meilleure en fait, amélioration continue des processus et des actions de formation. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours de réflexion. Il y a des groupes de travail qui réfléchissent sur ce point-là. D'accord. Donc, au niveau des prospectives juridiques, donc vous avez différents points, ce qui, je pense, peut-être vous commencez à apercevoir, et vous l'avez sûrement déjà mis en place. Ce qui va être fondamental pour vous aussi, pour pouvoir vous adapter donc, à ces prospectives juridiques, c'est votre veille autour de l'aspect du cadre légal. Alors, donc je vais vous proposer, voilà, moi de partager ce que moi j'avais envie en tout cas les focus sur lesquels j'avais envie de pouvoir attirer votre attention. Donc c'est, on l'a vu à de nombreuses reprises, mais le développement et le renforcement de la multimodalité, donc à la fois de pouvoir s'appuyer sur le cadre légal qui permet aujourd'hui cette multimodalité présentielle, distancielle et éventuellement formation en situation de travail ou alternance application sur un terrain sur un terrain pratique, pardon. Donc de vraiment pouvoir s'appuyer sur cette multimodalité qui est à la fois rendue possible par le cadre légal et par le contexte socio-économique lié à la crise sanitaire qui a, on va dire, permis de pouvoir euh, adopter la partie digitalisée qui était encore un peu plus confidentielle il y a quelques années. Également de pouvoir vous intéresser au principe de l'hybridation donc des formations. Donc la différence entre la multimodalité et l'hybridation, c'est que en général la multimodalité, on va dire, on va être dans on va avoir dans le parcours, dans l'action de formation, un temps en présentiel, un temps en distanciel et peut-être un temps d'application en situation de travail, alternance ou à fest, peu importe. Tandis que l'hybridation, c'est plutôt de pouvoir avoir deux modalités de formation dans le même temps et dans le même lieu. Donc par exemple, l'hybridation, c'est plutôt d'avoir à la fois donc, des personnes qui sont connectées à distance, mais également des personnes qui sont présentement physique, ça ne veut rien dire, excusez-moi, présente physiquement, c'était dans l'autre sens, donc présente physiquement dans le lieu de formation, en lien avec le formateur ou la formatrice qui peut être aussi présent ou qui peut être également à distance. Donc l'hybridation, c'est quelque chose qui est vraiment à renforcer dans votre pratique et dans votre future pratique parce que ça correspond aussi aux besoins à la fois d'individualisation, à la fois de digitalisation, à la fois de personnalisation des formations. Par contre, c'est quelque chose, et là je vous rejoins sur les besoins en professionnalisation, qui est très particulier au niveau de la pratique professionnelle en tant que formateur et également au niveau de la technique qui est à mettre en place dans le lieu de l'hybridation de la formation. Vous l'avez un petit peu abordé également. On va de plus en plus vers l'apport aussi de la réalité virtuelle. Alors, on ne va pas forcément faire tout le parcours en réalité virtuelle, mais on peut avoir des apports de réalité virtuelle pour venir, encore une fois, renforcer cette motivation, cette expérimentation que vous avez beaucoup partagée dans le chat. Besoin de mise en situation, besoin de pouvoir expérimenter, explorer. Donc, c'est l'apport aussi de la réalité virtuelle à la fois dans l'aspect gamification et dans l'aspect expérimentation, qui peut venir répondre à ce besoin ou à ces enjeux pour vos futurs apprenants. Et comme on l'a abordé également, et vous l'avez très bien aussi souligné dans vos questionnements, l'évolution de votre posture formative de manière à être en permanence en apprentissage et en remise en question. Donc pour ça, vous pouvez éventuellement appuyer ou en tout cas aller creuser aussi autour de tout ce qui est analyse de pratique professionnelle
ou groupes d'échange de pratiques professionnelles qui vous permettent de rompre un peu parfois l'isolement qui peut être vécu ou la difficulté à pouvoir partager des retours d'expérience qui permettent de s'enrichir. Déjà de faire le point sur le fait qu'on n'est pas tout seul à vivre ça, mais également d'avoir un enrichissement de sa réflexion ou de sa pratique et de contribuer également dans l'aspect collaboratif à l'apprentissage et à la professionnalisation d'autres formateurs.